Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. François Compaoré a été arrêté dans la matinée de ce dimanche à l'aéroport Roissy. Une arrestation qui intervient à la suite d'un mandat d'arrêt international lancé en mai dernier par la justice burkinabé dans le cadre de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. L'un des avocats du dossier est l'invité de ce journal. La réaction également de l'épouse du journaliste à suivre. Et puis, quelle suite a donné à cette arrestation? Le procureur général est sur ce plateau pour répondre à la question. D'ores et déjà, une procédure d'extradition a déjà été enclenchée. Le grand format de cette édition pose une question: comment choisir le prénom de son enfant? Si certains parents suivent simplement la mode, d'autres par contre mesurent l'importance de ce choix. Les convictions culturelles, religieuses ou traditionnelles ne sont pas occultées lors de ce choix qui va impacter la vie de l'enfant. Bienvenue à tous. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Norbert Zongo, François Compaoré a été interpellé par la police française ce dimanche matin à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Le frère cadet et conseiller de l'ex-président Blaise Compaoré est poursuivi pour incitation à assassinat. Depuis l'insurrection, François Compaoré effectue des voyages réguliers entre Abidjan et Paris où réside sa famille. Monsieur le procureur général, bonsoir. Bonsoir. Une procédure d'extradition a donc été enclenchée. À quoi devrait-on s'attendre? Merci. Vous me donnez l'occasion de donner l'information au peuple du Burkina. Que après la reprise donc du dossier Norbert Zongo, le juge d'instruction était sur le chantier et comme vous l'avez dit tout à l'heure, courant mai 2017, un mandat d'arrêt a été émis et nous venons tous d'apprendre qu'il a été interpellé donc en France et précisément à Paris. Alors nous sommes saisi officiellement et nous sommes en train de préparer les jours qui vont suivre. Nous sommes en train de préparer donc une demande d'extradition. Oui. Voilà, donc que nous allons transmettre aux autorités du Burkina qui, par la voie diplomatique, vont acheminer ça au niveau de la France et nous osons espérer que les autorités françaises vont donc accéder donc favorablement à cette requête. Et au-delà de cet espoir, est-ce que vous avez des assurances quant justement à l'aboutissement de cette extradition? Oui, nous avons confiance parce que nous estimons que sa présence ici, dans le cadre de ce dossier-là, qui est un dossier emblématique et qui mérite qu'il puisse être là pour la manifestation de la vérité dans le cadre de cette procédure. Nous pensons qu'il faut qu'il soit là et nous osons espérer que les autorités françaises vont mesurer donc la portée de cette affaire et bien vouloir procéder à son extradition. Alors, pour le reste, c'est des procédures et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que cela aboutisse. Est-ce qu'il y a un délai justement pour la mise en œuvre effective de ce dossier-là? Bien sûr, c'est technique parce que il y a des délais qui sont prévus dans le code de procédure français et donc dans la convention que le Burkina et la France ont ratifié relativement donc à la question de l'extradition. Je pense que nous avons un délai au total de 20 jours, mais d'ici là, M. François va être certainement présenté aux autorités françaises et le Burkina se prépare, je pense, à envoyer une représentation là-bas pour appuyer la requête. Et on parle d'une interpellation. Est-ce qu'il est en détention actuellement? On ne parle pas de détention. Toujours est-il qu'il ne peut pas bouger. Il est entre les mains de la police et ils attendent donc la demande d'extradition. Merci beaucoup, monsieur le procureur général, d'avoir été sur ce plateau.
Geneviève Zongo espère justement une extradition. La veuve de Norbert Zongo attend plus qu'une arrestation, même si elle reconnaît qu'un grand pas a été fait. Pour elle, François Compaoré doit répondre devant la justice burkinabé, un moment qu'elle attend depuis 19 ans. Geneviève Zongo s'est confiée à Simon Gongo. C'est une bonne nouvelle et c'est ce que je dis. Comme Dieu l'a commencé, il va achever. Il ne faut pas que ça s'arrête à l'arrestation. Nous voulons voir la suite. Est-ce que va-t-on nous livrer François Compaoré au Burkina pour être jugé comme il se doit, ou qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la question que nous tous nous posons. Et nous voulons en tout cas qu'on en finisse avec ce dossier parce que ça a tellement duré. 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est pas 18 jours, 20 jours. Et quand Norbert a été assassiné, j'avais un bébé de 12 mois. 12 mois, 1 mois. C'est ce dernier qui vient d'avoir son bac. Espoir, c'est trop dur. Parce que dans cette affaire, il y a 2 États. Il y a la France et il y a le Burkina Faso. Puisque c'est en France qu'il a été arrêté. La France va-t-il nous livrer François ou bien ne va-t-il pas nous livrer François? Je ne peux pas répondre à ça. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est des États qui décident. Maître Benewende Stanislas Sankara, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous avez une réponse à cette question de la veuve de Norbert Zongo? Je suis l'un de ses avocats, donc je comprends bien sûr l'émotion qui anime madame Zongo, et qui est en même temps celle de l'opinion tout entière, et en particulier une quête de vérité, de justice du peuple burkinabé. Mais d'un point de vue technique, c'est-à-dire par rapport à la procédure judiciaire, François Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international suite à la réouverture du dossier du journaliste Norbert Zongo, comme cela a été dit tout à l'heure, depuis 2015. Et le mandat d'arrêt, c'est depuis mai 2017. Donc vous comprenez que si dans ces conditions il est interpellé en France, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui entourent quant à la possibilité de le voir extradé devant les juridictions burkinabées. Lesquelles par exemple? Ben, parce qu'il y a eu une procédure qui se mène en France, pas au Burkina, puisque cette interpellation voudrait que François Compaoré soit amené devant un juge d'instruction en France, qui va apprécier au regard des éléments du dossier, mais également au regard des engagements internationaux de la France vis-à-vis du Burkina Faso, et de donner une suite. Et quel est l'impact de cette arrestation sur l'avancement du dossier? Parce que, vous savez, quand il y a eu l'insurrection populaire, les 30 et 31 octobre 2014, alors même que le dossier auparavant était frappé d'un non-lieu, j'allais dire d'un déni de justice, d'une forfaiture, des éléments nouveaux ont pu être retrouvés, récoltés et reversés au débat. Ce qui a permis au juge qui est en charge de ce dossier d'avoir des éléments de preuve, des charges, comme on le dit dans notre jargon, suffisantes pour procéder à de nouvelles inculpations. Et ces inculpations-là, je précise que le juge d'instruction, ce sont les faits qui le dirigent. Oui. Donc, il s'est rendu compte que M. François Compaoré, contrairement à la précédente procédure où on a traîné pendant plus d'une dizaine d'années, n'était pas blanc comme neige. Mais bien, au contraire, il y avait des charges, il y avait un certain nombre d'indices, de soupçons qui pesaient sur lui, et le juge a procédé effectivement, au regard de ces éléments-là, à un certain nombre d'inculpations, et ces charges l'ont amené à vouloir entendre donc M. François Compaoré, qui malheureusement avait fui le Burkina Faso.
Donc il n'y a que la voie du mandat d'arrêt international. Alors, vous l'avez rappelé, vous êtes l'un des avocats de la famille du journaliste assassiné. Quelle est la démarche que vous allez adopter à présent qu'il y a eu donc cette interpellation au niveau de la France? Nous, avocats, à ce stade, en tant que partie civile, nous n'avons pas un rôle particulier à jouer. Tout ce que nous attendons, notamment de la France, c'est que le droit soit dit dans toute sa rigueur et qu'il n'y ait surtout pas d'interférence diplomatique ou politique de nature à être un obstacle à l'avancée du dossier. Donc nous espérons purement et simplement que les autorités judiciaires françaises vont coopérer avec leurs homologues du Burkina Faso pour la manifestation de la vérité et purement et simplement extrader M. François Compaoré vers son pays d'origine, qui est le Burkina Faso. Merci à vous, Maître Sankara. C'est moi qui vous dis merci. Et c'est avec vous que nous refermons le point de cette actualité donc, concernant l'interpellation de François Compaoré. Et nous poursuivons ce journal avec des députés frondeurs de l'UPC qui, eux, poursuivent individuellement leur rencontre avec leur base. L'un d'entre eux était à Garango, dans la province du Boulgou, pour livrer sa version des faits aux militants de l'Union pour le progrès et le changement. Des précisions avec Siedi Larienne et Zoubadiel Dabiré. Un meeting d'explication sur fond de révélation. Le député maire de Garango, membre du groupe parlementaire UPC Renouveau démocratique, livre à une assistance mobilisée ce samedi à la gare routière de Garango sa version de la crise qui secoue le parti du Lion. Entre autres griefs ayant motivé son choix politique, la même mise de Zéphirin Diabré sur les activités parlementaires, la suspicion entre les députés du parti et surtout le refus du premier responsable de l'UPC de prendre part au gouvernement d'ouverture au sortir des élections présidentielles de novembre 2015. Et dans cette tentative de justification, Jean-Célestin Zouré est soutenu par les députés Julien Koulidiati et Ladji Koulibaly, tous deux membres du groupe parlementaire UPC Renouveau démocratique. Cette sortie fait suite à la rencontre du bureau politique national de l'UPC avec les populations de Garango le samedi 21 octobre dernier. Et ce sont des militants de plus en plus perplexes face aux arguments avancés par les deux partis qui appellent à une réconciliation entre les dissidents et le bureau politique national en vue de fortifier le parti du Lion. Le Cercle d'études de recherche et de formation islamique est à l'initiative d'un colloque international à Ouagadougou. Quelle contribution des musulmans dans l'ancrage démocratique et les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest? L'interrogation guide les échanges entamés ce dimanche. Le point avec Gérard Sommet et Bouma Ernest Nébier. La sécurité en Afrique de l'Ouest est au cœur de ce colloque qui réunit à Ouagadougou des experts venus de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Burkina. Des participants qui vont au cours de cette rencontre organisée par le Cercle d'études de recherche et de la formation islamique CERFI, traiter avec diligence ce thème central, ancrage de la démocratie et défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest, quelle contribution des musulmans. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la recherche des solutions à un ancrage démocratique pleinement plein, un ancrage démocratique et aussi à la recherche de réponses aux défis sécuritaires que nous vivons. Parce que vous savez aussi que c'est une nouvelle répandue, faussement répandue, que tous les musulmans sont des terroristes et que la plupart des musulmans sont associés à ces attentats. Et donc quand c'est le milieu musulman lui-même qui initie la réflexion en tant qu'autorité en charge de l'enseignement supérieur, nous ne pouvons pas être indifférents. C'est un colloque qui permettra également à ces experts de se pencher sur l'importance des droits humains, des valeurs que l'islam défend. Nous allons faire un parallèle entre les valeurs que défend la démocratie et les valeurs également que l'islam défend par rapport aux droits humains et par rapport aux droits de l'environnement et par rapport à tout un ensemble de choses, et particulièrement le droit à la vie. Les participants devront à terme faire des propositions de solutions à l'insécurité dans la sous-région. Des suggestions qu'ils sont appelés à transmettre aux gouvernants de leurs pays respectifs pour exécution.
On en vient au grand format de cette édition avec cette question. Comment choisissez-vous les prénoms de vos enfants? Les réponses individuelles reflètent tout de même des repères, la religion, la tradition ou tout simplement des convictions personnelles. Communs ou fantaisistes, ces prénoms donnent souvent du fil à retordre aux agents de l'état civil. Suivez plutôt ce dossier signé Roger Bebamba, Koualen Ebié avec la complicité de Maïmouna Traoré. On n'est pas encore arrivé à là, mais des prénoms drôles et fantaisistes, certains en ont déjà entendu. Une personne qui a requis l'anonymat raconte l'histoire d'un couple dont le prénom de l'enfant est une combinaison de ceux du père et de la mère. Un prénom, dit-il, insensé dans notre société, mais qui pourrait avoir une signification barbare sous d'autres cieux. Au-delà de cette considération, certains prénoms sont difficiles à transcrire lors de l'établissement de l'acte de naissance. Il y en a qui donnent des noms vraiment un peu fantaisistes. Il y en a qui donnent aussi des noms qui ne connaissent pas le sens et après se rendent compte que ces noms ne sont pas bons. Et au moment de la transcription, on dit que certains noms, l'orthographe aussi des noms pose des problèmes à des moments donnés. Il y a des noms qui sont carrément une phrase. Souvent, c'est les parents, les grands-parents qui ajoutent leur nom. Un tel tient à ce que son nom, le prénom qu'il a donné figure, cela, ainsi de suite. Tenez compte de l'intérêt de l'enfant. Que l'enfant puisse écrire ses noms, tous ses noms, facilement. Il faut avoir une vision pour l'enfant. Tu veux voir l'enfant devenir quoi à travers son nom? Amado Konombo est aussi de cet avis. Il pense que le prénom trace le destin de l'homme. Il ne faut jamais donner un prénom dont on ne connaît pas le sens. Certains font leur choix sur Internet. C'est dangereux. Un mauvais nom peut peser lourdement sur un individu. Et toute sa vie sera un échec. Salif Zongo reste méfiant et choisit toujours des prénoms dont il connaît la symbolique. Et si c'est un nom de chien ou d'oiseau, il faut faire attention aux prénoms qu'on attribue aux enfants. Pour choisir le nom qui convient, certains se réfèrent à leurs parents ou aux personnes âgées. On ne doit pas donner ça comme ça, il faut réfléchir. Il faut aller au village même d'abord, voir les parents qui sont là-bas. Et ils vont te donner un nom vraiment qui va bien avec l'enfant. J'ai donné Gwen Malgré. Ça veut dire, bon, il ne faut pas précipiter, il faut attendre ce que Dieu va te bénir, ce que Dieu va te donner. Il ne faut pas porter. Nous avons eu des soucis pendant la grossesse de ma femme. À la naissance de l'enfant, ma mère l'a nommé Ramodgwenson, littéralement traduit « Ne force pas le bienfait de Dieu ». D'autres consultent les leaders religieux. Je demande toujours à l'imam de me trouver un prénom. Il est mieux placé pour faire un bon choix. Les prénoms de mes enfants sont tirés de la Bible. Les catéchistes proposent des prénoms et je fais le choix. Mon enfant s'appelle Torik. C'est un nom qui m'a plu et quand j'ai vérifié dans le Coran, Torik a été un homme de bien. Les parents sont libres dans leur choix, certes, mais le code des personnes et de la famille fixe des limites. La loi interdit aux officiers d'état civil de recevoir des noms ou bien de donner des noms qui sont contraires aux traditions, aux usages, à la religion, ainsi de suite. Les contrevenants sont passibles de sanctions conformément aux dispositions du Code pénal. La responsabilité du choix du prénom peut s'avérer complexe. C'est pourquoi les parents s'en remettent à leur histoire ou leur religion que préconisent ces religions et traditions. Rasmane Zoundi, Koualen Ebié et Christine Koulibaly sont allés à la rencontre de quelques leaders coutumiers et religieux. Reportage.
Arthur, Aminata ou encore Kiswen Sida, voici quelques prénoms courants au Burkina Faso, aux origines aussi variées que leur signification. Des prénoms qui, même s'ils sont souvent partagés avec d'autres personnes, restent des marqueurs sociaux. La science empirique de nos ancêtres a montré que si vous portez un nom qui rime avec votre âme, qui colle avec votre âme, vous avez la chance de vivre bien, vivre dans la sérénité, de vivre vieux, de vivre dans la tranquillité et dans l'élévation. Mais si vous avez un nom qui ne se colle pas avec votre âme, il y a de fortes chances que vous soyez souvent malade, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas la chance dans la vie. Il y a beaucoup d'aléas négatifs qui vont tomber sur vous. À ce titre, choisir le prénom d'un enfant relève d'une grande responsabilité. Une responsabilité souvent confiée à des personnes averties. Quand un enfant naît, et si c'est un garçon, le jour de la sortie de la maman de la chambre, et une vieille femme qui doit venir le 3e jour, et puis il jette des kouris, 3 kouris. Selon la position des kouris, et on sait si l'enfant doit porter le nom de famille de son père ou de ses oncles maternels. Et quand c'est une fille, c'est le 4e jour. Primitivement même, il semble que le nom était donné par des initiés, hein, parce qu'un nom porte un pouvoir. Voyez-vous? Et ce pouvoir aussi est lié au pouvoir de la parole. Hein. Un pouvoir reflet des rêves et des espoirs des parents à qui la religion musulmane confie le choix des prénoms de leur progéniture, non sans restriction. Pour ce qui est du choix du prénom d'un enfant, il est laissé à la liberté des parents. Et seulement l'islam va interdire 4 types de prénoms, 4 interdictions que je vais rappeler. Donc, il ne faut pas qu'il s'agisse d'un attribut exclusif de Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il s'agisse d'un prénom polythéiste. Et troisièmement, il ne faut pas qu'il s'agisse d'un prénom qui dénigre l'enfant. Quatrièmement, il ne faut pas qu'il s'agisse d'un prénom prétentieux ou qui pourrait gonfler l'orgueil de l'enfant. Cette liberté, certains parents ne s'en privent pas. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui des prénoms qui relèvent de l'exotisme. Un exotisme qui doit cependant rimer avec un programme de vie positif. Le chrétien dit, bon, on te fait sortir d'un état, voilà, non pas qu'on te transforme en fait, hein, mais on veut te donner une autre vision par rapport à ton existence. Et c'est pour cela que tous les noms chrétiens s'appuient sur des noms des personnes qui ont donc aimé les hommes, qui ont eu un modèle de vie à imiter. Certainement, le nom aura un impact à plusieurs niveaux. D'abord, le premier élément, c'est que généralement le prénom musulman rappelle à l'enfant son niveau ou son obligation d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le prénom peut être aussi le nom d'un personnage célèbre connu pour sa foi, pour sa piété. Tout enfant est un esprit qui vit et qui voyage dans le temps. Et il a besoin d'être accompagné par une autre âme, par un esprit aussi positif qui le gouverne et qui l'accompagne. Que ce soit donc dans la religion ou dans la tradition, le choix d'un prénom est loin d'être anodin. Plus qu'une identité, celui-ci participerait d'une manière ou d'une autre à la construction d'une individualité. Docteur Dafrachi Jean-François Sanou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes linguiste, enseignant à la retraite. Oui. Le choix du prénom, un acte pas si anodin que cela puisse paraître. Quels sont les facteurs qui peuvent intervenir dans ce choix? Les facteurs qui peuvent intervenir dans le choix d'un prénom sont multiples en fait. Les parents ou les parrains peuvent s'inspirer de plusieurs sources. Donc, ça fait que on se retrouve avec des pratiques très diverses de par le monde. Alors, en suivant ce qui a été donné lors des reportages, il y a certaines choses pour lesquelles on semble ne pas accepter que ça puisse se faire, mais c'est des pratiques. Les gens se retrouvent en train de donner des prénoms
dans des domaines où justement on ne l'accepterait pas dans d'autres sociétés. Alors, je prendrai par exemple les prénoms qui sont donnés d'après des faits sociaux. Le dernier intervenant a parlé dans l'islam du fait qu'il ne faut pas que le nom puisse porter préjudice à son porteur. Mais porter préjudice, cela dépend de la société en question. Par exemple, il y a des noms qui sont donnés, pas dans notre société, pas dans nos sociétés je veux dire, mais il y a des noms qui sont donnés en tenant compte par exemple de l'adultère dans certaines sociétés, et ça ne passe pas pour des insultes, c'est juste des sortes de communication entre membres de cette société-là. Alors, il y a aussi que, on l'a vu dans le reportage, les géniteurs de l'enfant ne sont pas toujours ceux-là qui sont les auteurs même du prénom. Alors, on fait souvent recours à une tierce personne. Est-ce que cette tradition n'est pas en perte de vitesse sous nos cieux? Oui. Il faut distinguer effectivement le fait que dans certaines sociétés, des prénoms sont d'office donnés à l'enfant dès sa naissance. Alors, à côté de ça, il y a effectivement que je pense que là, c'est lié quand même au fait qu'il y a eu un mélange ou des apports qui font que on s'en réfère à d'autres personnes pour donner de nouveaux noms. Alors, je pense que les religions révélées aident un peu à cela, mais la part des parents à l'heure actuelle est prépondérante. Je parle des générations actuelles où les noms, comme l'a souligné un des intervenants dans le reportage, les noms sont, pour ainsi dire, donnés parce que ça sonne bien. Est-ce une bonne chose, par exemple, de peut-être suivre la tendance pour donner le prénom à son enfant? Certainement pas. Et pourquoi? Je ne pense pas qu'il faille donner des noms parce que ça sonne bien. Quels sont justement les critères qu'il faut prendre en compte pour donner le prénom? Les critères à prendre en compte, ceux qui se fient ou qui se confient à des connaisseurs dans le domaine tels que les imams ou les prêtres qui ont des connaissances de personnes qui ont déjà vécu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement les prénoms agissent sur les gens. Les prénoms déterminent. Il y a des études qui ont été menées, bon, cela fait quand même assez longtemps, au 19e et au 20e siècle, où on dit par exemple qu'une personne de sexe masculin se retrouve à avoir des comportements féminins parce que tout simplement, cette personne-là a un prénom féminin. Est-ce que par exemple, si on choisit d'appeler son enfant Richard, il sera forcément riche? Richard, est-ce que Richard veut dire riche? C'est ça la question. Et c'est pas sûr que l'enfant sera forcément riche. Bon, vous savez que on raconte que lorsque vous choisissez un certain prénom pour votre enfant, vous allez vous retrouver à gérer des problèmes. Est-ce que le nom Richard ne fait pas partie de ces prénoms-là? La question reste posée. Mais en tout cas, la dation du prénom est quelque chose d'assez délicat. Je me rappelle lors d'un exposé que j'ai fait devant des étudiants, je leur ai dit qu'il fallait faire attention au choix du prénom, mais que je n'étais pas habilité, je n'avais pas les possibilités, je n'ai pas ces dons-là de pouvoir suggérer quel nom il faut donner. Alors, dans la salle, il y avait un étudiant qui m'a dit, mais lui, il ne savait pas que c'était comme ça, et il y a sa femme qui vient d'accoucher au Togo. Il va l'appeler immédiatement et lui dire de ne pas choisir d'abord de nom et qu'il allait s'adresser à qui de droit avant de prendre le nom.
c'est pour vous dire que, effectivement, le choix du prénom ne doit pas être laissé au hasard, ne doit pas se faire forcément en tenant compte de la bonne résonance, mais il y a aussi que lorsque vous entreprenez de causer, j'allais dire de manière informelle avec les gens, ils vont vous dire, ah, vous avez choisi tel nom pour votre enfant? Eh bien, bien du courage. Et ça en dit long. D'accord, c'est pour dire que le prénom influence forcément la vie donc, de l'enfant. Tout à fait. Merci à vous, Je vous en prie, docteur merci à vous. Dafrassi. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Dans la suite de cette édition, nous prenons la direction de la ville de Sia. Le ministre... Attendez une minute. Le ministre en charge de la jeunesse y expose la contribution du programme spécial de création d'emplois, un programme qui s'inscrit donc dans l'atteinte des objectifs du PNDS. Le reportage à Bobo Dioulasso de Karim Ilboudo et Karim Sissé. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, conférencier d'un jour. Soumaïla Ouedraogo échange avec les jeunes et les femmes de Bobo Dioulasso sur la contribution du programme spécial de création d'emplois à l'atteinte des objectifs du Programme national de développement économique et social, PNDS. Le premier biais, c'est aider les jeunes diplômés à s'insérer dans des administrations existantes. L'autre biais, c'est d'aider et les jeunes diplômés et les jeunes non diplômés à bénéficier d'une formation afin de créer eux-mêmes leur propre entreprise. Le ministre en charge de la jeunesse donne aussi la nouvelle vision de son département dans le cadre de la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes. Une nouvelle vision avec pour ambition un Burkinabé, un métier. Dans notre système éducatif, sur 100 personnes qui entrent, il n'y a que 4 qui sortent et qui savent mettre à profit leurs connaissances à notre système de production et à notre communauté. Et c'est pour cela que le président prend l'option de faire inverser la tendance, à faire en sorte qu'au lieu que ce soit 4% seulement qui aient un métier, qui savent exercer un métier, qui aient des connaissances immédiatement consommables, que ce soit plutôt 96% qui puissent le faire. Nous pensons vraiment qu'à travers ces explications, à travers vraiment la communication, nous avons vu et en tout cas une amélioration par rapport à la mise en œuvre de ce programme dans les jours à venir. À cette cérémonie, des kits sont remis à des jeunes ayant bénéficié d'une formation professionnelle. Des kits pour leur permettre de s'auto-employer. Dans le Sahel, le ministre en charge des Transports a surtout évoqué la sécurisation des titres de transport avec ses collaborateurs affectés dans cette partie du Burkina. Souleymane Soulama a aussi évoqué les conditions de travail. Le point avec Roger Kam et Estelle Judith Assogba. Adoré, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière et son staff débutent la tournée par la station météorologique. Première station du Burkina Faso, créée en 1921. Ici, il visite les différentes installations toujours en bon état de fonctionnement. Ensuite, la délégation met le cap sur la direction régionale des transports et la mobilité du Sahel. Après une brève visite des locaux, place à l'entretien avec le personnel. Aucun sujet n'a été occulté. Les conditions de travail, les préoccupations des agents et le projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport que va amorcer bientôt le Burkina Faso. Nous allons bientôt passer au permis, aux cartes grises et aux plaques modernisées, sécurisées, qui auront des formats modernes de cartes bancaires. Nous avons lancé le processus depuis un moment, depuis l'année dernière, et à la date d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées et nous sommes ici au Sahel pour porter cette nouvelle et aussi les préparer à accueillir le matériel qui sera carrément différent de ce qu'ils utilisent depuis longtemps ici. Pour les agents, cette visite est une première. Et comme l'occasion faisant le larron, ils ont exposé au premier responsable du département les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est une belle initiative à saluer parce que bon, ça permettra aussi de toucher du doigt la réalité. Parce que quand on voit les gens qui font des recettes, on ne sait pas dans quelles conditions ils travaillent. C'est des conditions très difficiles. Vous prenez par exemple une machine tout de suite pour émettre une carte grise.
ben, ça peut te prendre environ 10 minutes pour y mettre une carte grise. Alors que les clients, ils ne savent pas ça. Ils viennent, ils déposent et ils veulent avoir ça tout de suite. Avec le matériel qu'ils ont, ils ont pu atteindre les résultats, en tout cas, que nous leur avons assigné. Ils ont eu du nouveau matériel roulant comme informatique. Et les problèmes, ça ne manque pas. Un manque de personnel et toujours manque de machines. Mais nous allons trouver les solutions à cela. Le ministre Soulama a aussi encouragé les agents à s'impliquer dans l'exécution et la réussite du projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport. Ils protègent et donnent de la valeur à leur contenant. Les emballages et autres étiquettes sont mises en lumière à la 4e édition de la foire multisectorielle de Ouagadougou. Ces vitrines des produits existent de toutes formes et influent fortement sur le choix du consommateur. Des vendeurs à l'école de l'emballage, Koalen Ebié et Aruna Maré en ont rencontré. Des emballages pour tous les goûts et de toutes les couleurs au pavillon arc-en-ciel du Siao. Des cartons, du plastique, des fûts, des bidons, des étiquettes sur mesure. C'est une diversité d'emballages que ces exposants sont venus présenter à la 4e édition de la FIMO, la foire multisectorielle de Ouagadougou. Nous sommes venus exposer des emballages pour la conservation des fruits, pour l'exportation et l'importation. Voici ce fruit. Avec cet emballage, il est protégé. Et même quand il y a collision, il n'y a rien. Idrissa Ouedraogo est un chef d'entreprise de la place. Rangée par rangée, stand après stand, il parcourt le pavillon pour chercher, marchander et trouver le meilleur rapport qualité-prix. Je veux que ça se répète chaque année. On a une usine de production. On fabrique des produits ici. Donc ça, les emballages nous intéressent. Cette exposition dédiée aux emballages est soutenue par le programme d'appui à la compétitivité du commerce. C'est un pan des activités qui se greffent au forum de l'emballage qui s'achève ce 30 octobre. L'emballage et la forme, la première impression, donc ça permet de concrétiser l'acte de vente et aussi il faut, pour les marchés d'exportation, il faut s'adapter aux attentes culturelles, mais aussi aux normes en matière de qualité. Donc l'emballage est primordial aujourd'hui si l'on veut exporter. L'UMOA et ses partenaires accordent une place de choix à l'emballage et au conditionnement. Deux aspects qui, à leurs yeux, ont toute leur place dans la compétitivité des produits et du commerce sud-sud. Une vingtaine de stylistes réunis au nom de la mode africaine. Folie de mode a une fois de plus tenu le pari. Strass et paillettes ont brillé à Ouagadougou, carrefour d'un soir du savoir-faire africain. Une soirée que nous compte Sanoua Christine Koulibaly. Une salle pleine de spectateurs au regard admirateur, près de 2 heures de spectacle jalonné de défilés de mode et de prestations d'artistes. C'est dans cette ambiance que Folie de mode Acte 9 a vécu sa grande soirée dédiée à la mode du continent africain. Un événement qui a permis à l'initiateur de présenter sa nouvelle collection, Fierté. À chaque édition, c'est de nouvelles choses, de nouvelles parcelles de son talent qu'il nous fait découvrir. Aujourd'hui, vous avez vu avec moi le Coco Dunda dans tous ses états. Splendeur, rêve, magnificence. Venus des 4 coins du monde, les stylistes se sont fait remarquer par leur création remplie de couleurs. Elle est joyeuse, lumineuse et surtout très fleurie. En aide aux plus démunis. Folie de mode est une idée du styliste modéliste Bazemse qui a choisi de valoriser le pain local Coco Dunda. Rendez-vous annuel depuis maintenant 9 ans, Folie de mode se tiendra désormais tous les 2 ans. Les raisons, le manque de sponsoring. Le rendez-vous sportif de ce dimanche, c'est avec Lassina Sawadogo qui se trouve à Ouaïgouya. Lassina, bonsoir.
Le Tour du Faso est à sa 3e étape. Quels ont été les temps forts de cette journée? Lassina Sawadogo qui se trouve à Waïgouya. Lassina, bonsoir. Le Tour du Faso est à sa 3e étape. Quels ont été les temps forts de cette journée? Peggy Ouedraogo, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue ici à la place de la nation de Waïgouya où se tient ce direct en duplex depuis Ouagadougou. Une étape qu'on annonçait très difficile. Peggy Ouedraogo, elle a tenu toutes ses promesses au départ de Boussé ce matin, 130 km pour allier la capitale du Nord. Et que de dégâts dans cette étape du Tour du Faso au 2017. Je vous permets déjà de suivre dans les conditions du direct l'arrivée du Tour du Faso ici à Waïgouya et on revient juste pour vous donner les différents maillots de ce tour et surtout de cette 3e étape. Peut-être déjà nous donner les différentes arrivées. Peut-être déjà nous donner les différentes arrivées. C'est la deuxième et le troisième c'est Stoder. Stoder donc 3e. L'Érythrée va terminer donc 4e. Et nous regardons le maillot jaune. Ah oui, le maillot jaune il est là. Le maillot jaune il est là, mes téléspectateurs. Il est passé dans presque le même temps que Seydou Bamoro qui était à 4 secondes. C'est tout dire sur l'approche tactique de cette course. Peggy, vous l'avez vu dans les conditions du direct, donc l'arrivée de cette 3e étape du Tour du Faso ici du côté de Waïgouya. 43 km 217, c'est tout dire sur la vitesse qu'on a imprimée donc à la course ce matin. Voilà pourquoi ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts aussi dans la distribution des maillots. La victoire d'étape pour Médéric Klein, il a ses 41 ans aujourd'hui et véritablement un beau cadeau pour ce coureur de l'équipe de la défense de la France. Et puis le maillot jaune, Peggy Ouedraogo, on va le voir à l'image, c'est désormais porté par Simon Moussi. Donc après avoir vu aussi les images du trio arrivé ce matin ici à Waïgouya. Klein Médéric, le vainqueur de l'étape ici à Waïgouya. Et puis le grand vainqueur, Simon Moussi de l'Érythrée. Le maillot jaune, désormais, contrairement à ce que vous voyez en image, c'est bien Simon Moussi de l'Érythrée qui est désormais porteur du maillot jaune. Le maillot vert pour Stoder de l'Allemagne et le maillot de sprint intermédiaire pour le Maroc avec Marouani. Les 3 maillots les plus importants, Peggy Ouedraogo. Ce Tour du Faso 2017 n'a pas fini de nous surprendre. Oui, et puis ce soir, il n'y a pas que du vélo, il y a également la 2e journée du championnat national de première division. Que peut-on retenir? Ici en direct pour cette fois Vélozine. Toute l'actualité du cyclisme sur ce Tour du Faso vous sera donnée par Christelle Dabré et Paris. Maintenant pour parler de la 2e journée du Faso Foot, il faut savoir que ce Faso Foot n'a pas été prolifique en but pour cette 2e journée. Seulement 6 buts marqués. Première escale à Peggy Ouedraogo, Bobo Dioulasso. On va voir les images sur notre petit écran. ASFB Santos FC. Oui, 2-0 pour les Buffles de Bobo Dioulasso. Le premier but marqué à la 31e minute pour Aolo Kadi et Amara. Et puis voilà le premier but donc de l'ASFB. L'ASFB qui revient de très loin. Vous savez que l'ASFB avait perdu déjà en première journée face à Salitas. Et puis le deuxième but, l'œuvre de Sekou Sidibé à la 48e minute. Deuxième escale, Peggy Ouedraogo, le stade du 4 août, où l'ombre de Abdoulaye Soulama a plané sur les lieux lors du match des académiciens entre Salitas FC et Raïmo FC. Match nul de 0 but
partout. Et à Banfora, la ville natale de l'ancien portier des étalons, l'USCO de Banfora et le Rail Club du Kadiogo ont partagé les points. 0 but partout. Merci en tout cas Lassina Sawadogo pour toutes ces informations qui sont réalisées en direct, en duplex de Waibia. Je vous souhaite de passer un très bon séjour. Les autres résultats avant, s'il vous plaît. Oui, Lassina, nous vous remercions déjà. Merci et bon séjour à vous. Et c'est avec vous que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct la nuit des anciens pensionnaires de Faso Academy. Très bonne soirée sur la RTB.